Bonsoir et bienvenue en kiosque, votre émission culturelle. Alors au menu ce soir, l'association pour la promotion de la musique à 50 ans de Yvelines accueille pour la première fois la semaine du son. Nous détaillerons également le programme de la saison avec son président Hervé Farge. Dans sa chronique, Nicolas Gervais est allé à la rencontre de Géraldine Laurent, saxophoniste de jazz. Elle est en concert en trio le 31 janvier au Prisma Elancourt. Et puis le festival d'Angoulême démarre le 29 janvier. La BD dans tous ses états, c'est en ce moment à 50 ans en Yvelines, entre manga et super-héros. Il y a de quoi faire. Voilà ce que l'on peut découvrir dans ce nouveau magazine. Place maintenant à la musique. L'Association pour la promotion de la musique à 50 ans en Yvelines accueille le 1er février le concert de clôture de la Semaine du Son. Hervé Farge, bonsoir. Bonsoir. D'abord, une Semaine du Son, de quoi s'agit-il? Alors, une Semaine du Son, c'est une semaine qui est consacrée au son dans tout le sens du terme. Donc, elle a été créée par Christian Hugonnet, qui est un très grand ingénieur acousticien, qui a conçu l'acoustique de très grandes salles de spectacle. Et en fait, c'est basé sur 5 grands concepts. La notion de santé auditive. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent leur Walkman, enfin, on ne dit plus Walkman maintenant, de façon très importante et il faut absolument préserver sa santé. Il y a la notion, et ça intéresse Costa Gavras, qui sera donc le parrain de cette 12e édition et qui viendra à Trappes. Donc, les relations entre l'image, le son et à travers notamment le cinéma, c'est-à-dire comment le son peut appuyer, comment il va appuyer un effet, et c'est là où l'intervention de Costa Gavras sera assez passionnante. Ensuite, il y a la notion d'expression musicale, donc c'est là où nous intervenons à travers pourquoi jouer, quelles sont les attentes de la société, des artistes, et qu'est-ce qui fait qu'une musique peut être fade ou au contraire avoir une expression extraordinaire? C'est un côté un peu magique. Enfin, l'enregistrement et la diffusion sonore qui sont des éléments très importants. La qualité d'une salle, la qualité acoustique, la qualité des MP3 par exemple par rapport à d'autres enregistrements. L'acoustique et l'environnement sonore, c'est très très important. Le son dans une ville est quelque chose d'important. S'il n'y a aucun son, une ville est morte. Il y a certains quartiers de Paris où voilà. Et s'il y a trop de son, et en fait, il y a quelque part une architecture sonore à concevoir. Et en fait, ce sont ces 5 points fondamentaux. C'est très complet. Et alors, du coup, Trappes, pour la première fois, accueille, j'allais dire, le concert de clôture, mais c'est pas simplement un concert, ce sera vraiment l'événement de clôture. L'événement de clôture, oui, c'est le dimanche 1er gala de clôture. Voilà, 1er février. Vous avez dit, que le réalisateur Costa Gavras sera présent ce dimanche 1er février. Est-ce qu'on peut dire quelques dates? Donc, ça commence à 15h30. Alors, donc, c'est le 1er février à l'auditorium de Trappes, puisqu'en fait, la Semaine du Son a été amenée par Mélanie Lévy-Thiebaud, qui est notre directrice artistique sur tout ce qui est musique à 50 ans en Yvelines, le projet culturel. Et donc, à 15h30, il y aura une présentation une analyse de l'auditorium en direct devant le public, avec des jeux de musiciens qui vont faire quelques mouvements, quelques éléments de musique, que ce soit clarinette, violon, etc., quelques bruits, et voir comment la salle répond. Et en fait, on va avoir droit à une séance en direct d'acoustique et comment en fait apprécier un concert. Comment se fait-il qu'une salle est plus adaptée pour de la musique contemporaine, pour de la musique amplifiée, pour du jazz, ou au contraire pour de la musique classique ou la musique de chambre, comme c'est le cas à l'auditorium de Trappes. Et à 18h, il y aura un atelier concert. Alors, on apprendra une drôle de méthode. Parlez-nous de cette méthode Kodály. Absolument. Alors, si vous voulez, ça va être un atelier concert. Vous savez que ça va faire la 13e année que nous organisons des opéras au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. D'ailleurs, cette année, il aura lieu le 21 juin. Il y a la fête de la musique. La fête de la musique. Et en fait, on a des enfants qui n'ont jamais chanté de leur vie, et pour cause. Ils sont dans les écoles primaires de Saint-Quentin en Yvelines. Et ces enfants, eh bien, en 8 mois, il faut leur apprendre suffisamment de qualité, enfin de chant, suffisamment de technique pour pouvoir chanter sur scène. Et là, notre chef de chœur, Gabriel Abodar-Rechner, emploie une méthode qui a été développée par un compositeur qui s'appelle Kodály, et ça s'écrit Kodály, un Hongrois, qui en fait a développé une méthode, disons un peu comme les méthodes qu'on appelait actives dans le domaine de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre d'abord le solfège, ce qui a rebuté beaucoup de gens, et puis après le jouer la musique, on apprend un peu par jeu, par les mains,
mains, etc. Donc ça va être tout un atelier et elle va montrer comment petit à petit elle amène les enfants jusqu'à la possibilité de chanter notamment des extraits du Roi Arthur, puisque ça va finir par un grand concert accompagné par l'orchestre symphonique. Donc pour tout savoir de la méthode Kodály, donc ce sera dimanche 1er février à partir de 18h. Justement, est-ce qu'on peut rappeler le rôle de la PMSQ, justement de tout ce travail que vous faites auprès d'enfants qui ne sont pas forcément habitués à écouter de la musique classique? Tout à fait. Alors, en fait, la PMSQ, notre but, c'est de faire découvrir la musique classique en particulier et la culture en général à des populations qui n'ont pas l'habitude, entre guillemets, de sortir de chez elles. Donc le plus simple, c'est de s'adresser aux enfants, parce que les enfants, eux, ils sortent et ils vont à l'école. Et en plus, ils se mixent à l'école. Donc lorsque l'on organise des concerts avec les enfants, on les fait chanter. C'est-à-dire que l'idée est de passer par les écoles, que ces enfants apprennent un chant, des airs d'opéra, ils vont les chanter ensemble et ils vont découvrir ce que c'est que de chanter ensemble, d'avoir de le faire ensemble. C'est-à-dire que le son de chaque enfant n'est pas le même que le son du chœur complet, hein, et c'est un peu comme un orchestre, où le son de l'orchestre n'est pas le même que celui de chaque instrument. Alors en fait, les enfants découvrent, petit à petit se passionnent. Je ne vous cache pas qu'au tout début, là, on a commencé au mois de décembre. Bon, vous avez des enfants dans certaines classes de trappe qui ne comprennent pas ce qu'on fait. En revanche, je crois que vous avez assisté déjà au spectacle au Théâtre de Saint-Quentin. C'est une harmonie, vous arrivez effectivement, il y a une harmonie entre les enfants. Voilà, il y a une harmonie. Au début, ils se disent, bon, je veux rien faire. Après, ils se disent, je vais chanter mieux que l'école d'à côté. Et après, ils se disent, ah ben ensemble, c'est encore mieux, quoi. Donc voilà. Alors ça permet d'atteindre les enfants. Moi, je rencontre dans les rues des fois des jeunes de 20 ans, 22 ans qui me disent, ah tiens, j'ai chanté Pinocchio, etc. Donc c'est très émouvant parce que ça veut dire que quelque part, c'est resté. Et puis les parents, parce qu'en fait, ce sont des familles très nombreuses et ça permet, en fait, par les enfants, d'attirer aussi les parents. Et c'est important de rappeler qu'au sein de votre association, vous faites aussi œuvrer des musiciens de talent. Hein. Alors voilà, là, on est sur si vous voulez, on est du top de top. C'est-à-dire que déjà, toute cette partie est menée par Mélanie Lévy-Thiebaud, qui est actuellement, elle enseigne au CNSM de Paris. Enfin, c'est quelqu'un de très très haut niveau. Nous avons les solistes de la Villedieu. Alors les solistes de la Villedieu, c'est toutes les têtes d'affiche que vous entendez en permanence sur Radio Classique ou France Musique. Les fondateurs, c'est Xavier Phillips. Xavier Phillips, c'est un violoncelliste. Il a joué le concerto de Dvorak à New York, accompagné par le Philharmonique de New York, qui était dirigé par Rostropovitch. Donc vous voyez un peu le niveau. Ce sont tous des gens de très très haut niveau et qui avaient envie de faire de la musique de chambre ensemble, de le faire à Trappes de façon différente. Voilà, de façon différente. Et, à partir du moment où les salles se vident à Paris, eh bien, on va créer un nouveau public à Saint-Quentin. Donc nous, notre rôle, c'est de créer ce nouveau public et de l'amener dans les salles. Et ça marche. Ça marche. Je voudrais, avant qu'on conclue, parler aussi du concert du samedi 31 janvier, Quatuor Hermès, puisque là vous parlerez de l'école de Vienne, justement les solistes de la Villedieu sur un programme de Schubert et Beethoven. Oui, tout à fait. Alors en fait, donc on a un concert sur les 4 concerts des solistes de la Villedieu en musique de chambre, puisqu'on en a un 5e en concerto accompagné par orchestre. Donc nous avons un concert de musique de chambre le 31, c'est le Quatuor Hermès. Alors le Quatuor Hermès, c'est un jeune quatuor issu des Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon. Le premier violon est un élève de Marianne Piketty. Et en fait, ce quatuor est en pleine ascension. Il a obtenu un prix à Genève et il a été aussi retenu à New York comme un des plus grands, des plus prometteurs quatuors au monde. Donc c'est à découvrir effectivement le samedi 31 janvier à 18h à l'auditorium de Trappes. Voilà, et puis la séance de clôture, la grande séance de clôture, ce sera donc le 1er février avec en plus le réalisateur Costa Gavras. Voilà. Donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup. Et pour le lendemain, donc le premier c'est gratuit sur réservation, puisque la salle étant petite, il faut très vite réserver. On a le site internet qui s'affiche. Et voilà. Donc, merci beaucoup Hervé Farge d'être venu sur le plateau du kiosque. Est-ce que vous aimez le jazz ? J'aime bien le jazz, mais on ne peut pas tout faire. On peut tout faire. En tout cas, ça tombe bien. Nous poursuivons l'émission avec la chronique de Nicolas Gervais. Il est allé à la rencontre de Géraldine Laurent. Elle est saxophoniste de jazz. Elle sera en concert au Prisme à Elancourt le 31 janvier.
Révélation Jazz, prix du jazz, victoire du jazz ou encore Django d'or, c'est une saxophoniste dont vous n'avez pas fini d'entendre parler, qui se produira notamment le 31 janvier au Prisme. Voici Géraldine Laurent dans le kiosque. J'ai effectivement commencé la musique par le piano classique et j'ai commencé le saxophone à 13 ans, 12-13 ans. J'ai vu en fait un orchestre de jazz à Niort, puisque je suis originaire de Niort. J'ai vu plein d'instruments, notamment des saxophones, et je sais pas, je crois que la couleur du saxophone m'a bien plu. Le jazz est rentré dans ma vie justement par le conservatoire, parce que mon professeur faisait travailler le jazz à ses élèves, et moi c'est une musique que je ne connaissais pas, mais j'ai appris grâce à lui à la connaître, à l'aimer beaucoup, et j'ai eu la chance de passer notamment mes examens en jazz en fait, ce qui ne se faisait pas énormément à l'époque. Dans le jazz ou en classique, il y a un très très gros niveau de toute façon, donc il faut travailler, il faut être au service de la musique. C'est vrai que j'ai eu des retours très sympathiques. Voilà, ça m'a beaucoup touchée, des retours du métier, des musiciens, des journalistes, du public. C'est toujours, je les ai toujours accueillis avec une grande joie. Mais c'est vrai que je reste toujours de toute façon en doute. J'en ai pas fini. Quoi qu'il arrive, avec le jazz en l'occurrence, c'est une musique complexe et je continue de chercher. Mes influences étaient peut-être. Je cite souvent un peu les mêmes musiciens, mais il y a notamment Sonny Rollins, parce que je suis une grande fan de Sonny Rollins. Et pour peut-être être un peu plus général, c'est surtout la musique peut-être des années 50, 60. Mingus, Rollins, Coltrane, Charlie Parker pour les saxophonistes. C'est peut-être plutôt dans cette esthétique-là que j'ai essayé de chercher, de continuer de fabriquer quelque chose. C'est une esthétique que j'aime beaucoup. Et puis j'ai eu beaucoup de chance de côtoyer des musiciens extraordinaires, musiciens français avec qui j'ai travaillé, avec qui je continue de travailler, notamment Aldo Romano, Henri Texier, Laurent de Wild. Il y a une nécessité à faire cette musique, à faire une musique qui est associée à l'improvisation. Donc il y a de toute façon beaucoup d'urgence dans l'improvisation. On fait un peu en temps réel, ça reste éphémère, mais c'est assez exaltant de chercher un peu en direct. En ce moment, je travaille en trio avec Manu Kodja et Christophe Marquet, et nous jouerons donc au Prisme à Elancourt le 31 janvier prochain. On revisite, alors le trio s'appelle Looking for Parker. On recherche Charlie Parker à travers ses compositions et puis les morceaux qu'il a pu jouer, qu'il a pu interpréter, des standards, des compositions de lui ou de ses contemporains. C'est une formule où on cherche.
Il n'y a pas de basse, ce qui est un élément toujours un peu, enfin pas courant, on va dire, dans les formules de trio. C'est un trio sans basse, donc batterie, guitare, saxophone. Et on recherche Charlie Parker, ce magnifique musicien, en reprenant vraiment toutes ses compositions, en essayant de jouer les thèmes et de trouver une certaine liberté avec ce répertoire. Je vais réenregistrer là, dans pas très longtemps, pour un nouveau projet en quartet, avec d'excellents musiciens, donc Paul Lai au piano, Donald Cantomanou à la batterie et Yoni Zelnik à la contrebasse. J'ai essayé de plus composer, voilà, sur ce projet, parce qu'en général je fais plus souvent des reprises. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un compromis entre des reprises et puis des compositions avec des musiciens, des jeunes musiciens très talentueux. Et on trouve maintenant celle qui fait jaser la culture à Saint-Quentin-en-Yvelines. On retrouve Catherine en plateau. Et deux dates maintenant à retenir. D'abord du théâtre à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt avec la grande et fabuleuse histoire du commerce, une création théâtrale de Joël Pomera à découvrir du 28 au 30 janvier. Une réflexion autour de la société de consommation à partir d'une vente à domicile. Tarif à partir de 11 €. Voici un extrait. Et pour la première fois, l'œuvre de Joseph Kessel, Les Cavaliers, présentée sur scène, un roman d'aventure sur les steppes afghanes, adapté donc au théâtre. La mise en scène est signée Éric Bouvron et Anne Bourgeois. Éric Bouvron, qui lui-même est un aventurier du spectacle. C'est à découvrir ce 23 janvier à Beynes, mais également le vendredi 30 janvier à Poissy, avant une tournée qui emmènera les acteurs jusqu'au mois Molière. Ce sera en juin à Versailles. Un extrait. En Afghanistan, c'est le bouzgachi qui façonne les hommes. Voilà donc le cheval qu'on appelle Géol, le cheval fou. Et qui va courir son premier bouzgachi. Cours, Géol, cours! Attends, mon pied est coincé! J'arrive pas, Géol! Je sens plus rien! Si jamais je meurs, Géol est à toi. Allez, je vous propose maintenant deux dates pour le jeune public. Sur un texte de Michel Nguyen et d'une mise en scène signée Alberto Garcia Sanchez, un conte pour enfants dès 10 ans vit. Ce spectacle a reçu le Molière du spectacle jeune public 2011 et c'est à voir donc samedi 24 janvier à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. La petite aigrette est sur une branche au bord de l'eau. Dans la nuit, elle cherche de quoi nourrir son tout petit. Mais la frêle branche se brise et l'aigrette tombe dans l'eau. Ah, ne me tuez pas, vous qui m'avez attrapée. Mais si vraiment vous voulez me tuer et me cuire avec des pousses de bambou, alors cuisez-moi avec de l'eau claire et non de l'eau trouble. Ça lui ferait trop mal au cœur, à mon tout petit. Oh. Et toujours pour le jeune public, mais alors là très très jeune, en quête de notre enfance, la terre, la mer et les ciels troués. Un spectacle pour les tout petits dès 6 mois à voir ce samedi 24 janvier à 10h30 à l'estaminet de Manille-les-Hameaux. Et ce spectacle est une installation réalisée à partir de livres d'art que le designer japonais Katsumi Komagata a imaginé pour les plus jeunes. On passe aux expositions. Le
Le festival de BD d'Angoulême débute le 29 janvier. Eh bien, la bande dessinée se décline sous tous ses états dans l'agglomération avec plusieurs expositions qui lui sont dédiées. Jusqu'au 31 janvier, la médiathèque Aimé Césaire de la Verrière propose une exposition autour des mangas. L'occasion de découvrir les précurseurs, les séries cultes et les différentes approches entre les pays asiatiques. À savoir que le manga existe au Japon depuis un siècle. C'est donc à découvrir à la médiathèque Aimé Césaire et c'est gratuit. Et à noter donc pour les passionnés aussi que la médiathèque compte 2242 ouvrages de manga, très exactement, ce sont les bibliothécaires qui les ont comptés. Et le 24 janvier prochain, Bruno Rouanet animera un atelier de création de bandes dessinées de 15h à 17h. Et le 21 février, là pour les amateurs de manga, une conférence et un atelier autour du manga aura lieu à partir de 15h, donc médiathèque Aimé Césaire. Et puis autre exposition, toujours jusqu'au 31 janvier, cette fois à la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt. On quitte l'univers des mangas pour celui des super-héros, des grandes firmes américaines aux productions françaises. L'occasion de découvrir l'histoire de ces personnages en costume. Quelques explications. L'idée, c'est que le comics et le super-héros, c'est des domaines qui sont des fois moins connus, moins mis en avant en France, peut-être, dans la bande dessinée, c'est la bande dessinée américaine surtout. Et puis le héros et le super-héros, je crois que c'est des choses qui sont d'actualité. Et on peut être un héros très connu et un héros anonyme. Enfin, la notion du héros, elle est intéressante, je trouve, au XXe siècle, enfin 21e même. Et comme tous les mercredis, vous en avez l'habitude, c'est la chronique cinéphile et on commence tout de suite avec les avis de spectateurs éclairés au micro d'Élodie Moine. C'est très amusant, très distrayant, complètement déjanté. C'est un film très marrant mais qui parle bien de la société. C'est un film rafraîchissant, surtout par les temps qui courent. Ça fait du bien de voir, même si c'est du cinéma, des gens s'associer pour réussir une entreprise, même si c'est pas très légal, mais ça fait... Ken Loach aurait fait pareil. C'est un très bon film, c'est très très drôle, les acteurs jouent bien, le scénario est juste. Il n'y a pas eu trop de flottement, je pense que c'est une assez belle réussite. J'ai trouvé que le scénario tenait la route, c'était mieux que dans le 2. Par contre, en ce qui concerne les scènes d'action, c'est toujours aussi mal filmé. Impossible de trouver un plan qui dure plus de 5 secondes. Après, c'était un bon film. Pas grand-chose. Non, il y a des courses de voitures sans arrêt, c'est franchement très inintéressant. Autant le premier Taken était bon, autant le deuxième est mauvais et le troisième est très mauvais. C'est la même veine que les deux derniers. J'ai bien aimé, ouais. Je l'ai préféré qu'au deuxième. Voilà, c'était plus dans la veine du premier, je trouve. Ah, ils ont parfois la dent dure, les spectateurs de l'UGC. Comme tous les mercredis, également le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Et ce soir, Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Le prochain rendez-vous au cinéma Les Yeux d'Elsa aura lieu le samedi 31 janvier à 20h45. Il s'agit d'une nouvelle rencontre dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre 14-18. Nous présenterons le film Capitaine Conan de Bertrand Tavernier. Il sera accompagné par l'historienne et historienne du cinéma Élodie Tamayo. Ce film nous raconte l'histoire du capitaine Conan, capitaine d'une section de francs-tireurs dans un territoire assez rarement présenté sur le conflit mondial, puisque tout se déroule dans les Balkans. Et puis ça se déroule surtout dans une période un peu particulière, qui est la période de la fin de la guerre, en 18-19, au moment où les troupes sont progressivement démobilisées et où justement cette démobilisation pose problème, puisque faire revenir des hommes qui ont été habitués à tuer dans une vie civile normale n'est pas sans conséquences. Nous vous espérons donc nombreux pour redécouvrir ce film en salle de cinéma dans une version numérique restaurée le samedi 31 janvier à 20h45 au cinéma Les Yeux d'Elsa. Est-ce que tu préfères tes voyous, Ce qui est à toi est à moi, plus de doigts, plus de morale. Mes gars, c'est pas des soldats, c'est des guerriers. Tu leur as crié depuis 14, bien tué, bien zigouillé, continue, tu m'intéresses. Maintenant que t'en as plus besoin pour te planquer derrière, t'as toute une ménagerie de pantins qui se donnent des droits, là. Deviens pas flic, Norbert. Deviens pas flic. Oui, un film culte donc à voir aux Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Qu'est-ce que c'est terminé pour cette semaine. Excellente soirée à vous et gardez toujours évidemment l'esprit ouvert et curieux. À très vite.